Bonjour à tous. Je voudrais commencer, comme je finirai tout à l'heure, en vous disant que les mots peuvent être pour les hommes des barbelés ou des passerelles, et que nous pouvons être marqués par des mots pendant des dizaines et des dizaines d'années, soit en étant intoxiqués, soit en pouvant nous en servir comme des tremplins qui vont nous permettre de progresser. Et si j'accorde une telle importance aux mots, c'est parce que, à la fin de mes études de communication, il y a déjà pas mal de temps, mon directeur de mémoire était président de la Fédération française de parapsychologie. Et il avait coutume de dire une phrase qui m'est restée en mémoire. Il disait souvent « Nous ne croyons pas tout, mais nous croyons que tout doit pouvoir être étudié ». Et il disait aussi « Le surnaturel, c'est le nom que l'on donne à ce qui n'a pas encore trouvé d'explication rationnelle ». Alors cette dernière phrase plus particulièrement est importante, il me semble, dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, parce qu'elle a le mérite de mettre tout de suite de côté, d'éliminer le débat entre c'est vrai, c'est faux, ou le débat ou les positions entre j'y crois pas. C'est-à-dire que ce serait une erreur fondamentale dans le domaine des thérapies non conventionnelles de dresser une frontière entre croyants et incroyants, sachant que cette frontière-là reste et restera infranchissable. Donc il me paraît beaucoup plus intéressant de centrer le débat de cet après-midi sur la frontière entre croyance et connaissance. Vous serez, je pense, d'accord avec moi pour dire qu'il existe aujourd'hui de très nombreuses portes auxquelles une personne en souffrance peut aller frapper pour trouver apaisement, soulagement, mieux-être et quelquefois même guérison. Et je dirais que toutes ces portes peuvent être respectées, respectables, à partir du moment où elles respectent elles-mêmes l'individu et la société, c'est-à-dire à partir du moment où elles ne l'aliènent pas et lui permettent au contraire de progresser. Or, le problème, c'est que l'homme ne peut pas ne pas croire. La croyance, c'est une constante humaine. C'est une paire de lunettes qui nous offre une certaine vision du monde, des autres et de nous. C'est l'équivalent d'un filtre de couleur qu'on mettrait sur l'objectif d'un appareil photo et qui forcément donnerait la même dominante couleur à toutes les photos prises avec cet appareil et ce filtre. Donc la croyance, c'est quelque chose de subjectif, de définitivement subjectif. On pourra bien sûr m'objecter que pour qu'un jour une idée soit validée, c'est-à-dire pour qu'elle devienne une connaissance, il faut bien qu'au départ il y ait eu quelque chose, c'est-à-dire une hypothèse, une théorie, une croyance, certes, mais à quelques conditions. La première condition, c'est que la croyance en question ne soit pas présentée comme une certitude, mais comme une simple hypothèse. Encore faut-il qu'elle ne soit pas dès le début affirmée comme valide et qu'elle ne soit pas l'objet d'un prosélytisme borné. La croyance, ça ne cherche pas à être prouvé, ça ne cherche pas à être étayé. La croyance, elle est, point. Elle se partage ou elle se rejette. Elle s'impose à soi. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse la comparer à l'intuition, et notamment à l'intuition des chercheurs qui se donnent pour tâche de vérifier quelque chose qu'ils pressentent avec au bout de la recherche soit la joie d'une confirmation, soit le risque d'une infirmation. On pourrait donc déjà avancer l'argument selon lequel une croyance devrait toujours relever de la sphère privée. Mon idée, c'est que l'on va vers une croyance,
mais une croyance n'a pas à prospecter de nouveaux fidèles et elle n'a surtout pas à s'inviter dans des débats et des domaines qui traitent de l'objectivable. Or, l'objectivable, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui peut être objectivé par la recherche, c'est ce qui est reproductible, c'est ce qui est étayé par des preuves universellement reconnues. Alors, je vous propose d'ouvrir le dictionnaire de la langue française et de chercher la définition du mot objectivable. C'est un adjectif qui peut être objectivé, qui se rapporte à un fait fondé sur la vérification expérimentale et à propos duquel un accord peut s'établir. Un accord, une convention. Si on cherche maintenant, toujours dans le même dictionnaire, la définition du mot objectivation, eh bien c'est le processus par lequel la connaissance tend vers l'objectivité et prend une valeur universelle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'humain. L'humain, ce funambule en fragile équilibre toujours entre croyance et connaissance. Alors permettez-moi de partager avec vous quelques expérimentations surprenantes, mais peut-être pas surprenantes pour tout le monde dans cette salle. Un patient vient consulter un acupuncteur pour des douleurs lombaires. Volontairement, le praticien plante ses aiguilles sur des points qui n'ont strictement rien à voir avec les points habituellement concernés. Un patient se rend chez son ostéopathe qui, en lieu et place des manipulations qu'il exercerait habituellement, va se contenter de poser ses mains ici ou là sur le corps tout au long de la séance. Un autre patient demande à un homéopathe de soulager ses symptômes et le praticien lui prescrit un remède dont la pathogénésie n'a strictement rien à voir avec le tableau clinique présenté par le patient. Et enfin, un dépressif se rend chez son psy, lequel se contente de recueillir la logorrhée du patient. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la suite de ces rendez-vous, les 4 patients se portent mieux. Pourtant, les aiguilles ont été plantées n'importe où, l'ostéopathe a fait n'importe quoi, l'homéopathe a prescrit un remède qui n'était pas pertinent et le psy n'a pas ouvert la bouche. Alors, quel est le point commun entre ces 4 situations? Eh bien, le point commun, c'est qu'à partir du moment où chacun de ces patients a pris rendez-vous chez le praticien, il a forcément investi le praticien ou la méthode pratiquée, ou les deux peut-être, de la capacité de l'aider à guérir. Et la conséquence, c'est qu'à partir du moment où le praticien ou sa technique sont investis de ce pouvoir par le patient, eh bien le principe actif de la guérison, c'est peut-être bien quelque chose qui est généré par le patient. Et toute guérison pourrait peut-être être considérée comme une auto-guérison, c'est-à-dire une mise en mouvement chez le patient de processus thérapeutiques encore incompris qui vont produire des effets mécaniques, physiologiques, neurologiques, psychologiques allant dans le sens d'un rétablissement de l'homéostasie. Quel a été le principe thérapeutique à l'œuvre dans les exemples que je viens de citer? Est-ce que c'est le placebo? Est-ce que c'est la croyance? Est-ce que c'est l'adhésion à une théorie ou le crédit attribué à tel ou tel thérapeute? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'un élément fondamental vient éclairer davantage notre réflexion, un élément qui dépasse, qui sublime pour moi la croyance, l'adhésion ou le crédit, c'est le rôle, la place, le poids du transfert. Alors, comment sortir de l'accusation ou tout simplement du constat qui voudrait que, quelle que soit la technique ou la méthode utilisée, la guérison ou le mieux-être soit toujours généré par le patient? Comment sortir soit de cette accusation, soit de ce constat? Eh bien, à mon sens, il y a 2 conditions. 2 conditions qui peuvent paraître contradictoires et que je vais essayer de développer un petit peu. La première, c'est d'accepter de faire passer sous les fourches caudines des outils de recherche reconnus les techniques et les méthodes en question.
La deuxième condition, c'est d'accepter de prendre en compte ces facteurs essentiels que sont l'effet placebo et le phénomène du transfert. Je suis persuadé que dans cette salle, je suis loin d'être le seul à recevoir très régulièrement des mails ou à lire certains articles dans la presse grand public annonçant la naissance ou vantant les mérites d'une nouvelle méthode thérapeutique. Et quand on prend la peine d'étudier ces textes mot à mot avec les outils les plus pertinents de la communication, eh bien on se rend compte que seule la croyance peut expliquer le fait qu'une personne fasse le choix de la méthode en question. Le langage est souvent très flou, il est pour tout dire hypnotique, les arguments sont complexes ou n'ont pas de fondement véritable, les affirmations sont rarement étayées raisonnablement, les comparaisons ne sont pas pertinentes, la communication est pervertie. Donc j'ai envie de dire que c'est souvent une communication de secte qui cherche simplement à emporter l'adhésion en utilisant des arguments mobilisant des affects comme la peur, l'espoir, la haine parfois. Et pourtant, malgré tout cela, ces méthodes prétendent être valides et aspirent à une reconnaissance quand elles ne l'affirment pas tout bonnement. Alors, conclusion, si une méthode non conventionnelle veut être prise au sérieux, elle doit se soumettre à l'expérimentation scientifique. C'est une première nécessité, c'est un préalable indispensable. Et quand je parle d'expérimentation scientifique, j'ai en mémoire le conflit de longue durée mené par certaines approches avançant l'argument selon lequel on ne pourrait par exemple pas réaliser d'études en double aveugle. Et il me semble que ce genre d'argument a d'abord pour but de préserver, de préserver des précarés. Alors oui, bien évidemment, il faut expérimenter, il faut accepter de soumettre la méthode ou la technique aux divers protocoles de recherche pouvant éventuellement confirmer un effet thérapeutique qui ne relève pas de la croyance, du placebo ou du transfert. Et pas seulement. Certains intervenants l'ont souligné ce matin, pas seulement parce que se soumettre aux exigences de l'expérimentation scientifique, c'est aussi avoir recours à des échantillons suffisamment représentatifs et non pas à une simple expérience personnelle de cabinet. Ça, c'est pour la première nécessité. La deuxième nécessité, pour qu'un système thérapeutique non conventionnel soit reconnu, concerne la formation. Et les premiers à être concernés, à porter une lourde responsabilité en la matière, ce sont les concepteurs et les formateurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire avaler des couleuvres aux élèves. Les formateurs doivent savoir et pouvoir mettre en avant le facteur incontournable du transfert dans toute relation humaine, facteur qui se trouve démultiplié dans une relation thérapeutique. Il faut arrêter de transmettre aux élèves de simples protocoles et s'occuper de mettre en lumière des principes thérapeutiques, à condition bien évidemment que ces principes existent réellement. Une approche dont les principes thérapeutiques n'ont pas été reconnus et acceptés ne peut pas légitimement intégrer le champ de la connaissance. Vous savez, quand j'anime un séminaire sur les approches psychocorporelles ou encore sur les mouvements oculaires, j'ai à cœur de montrer aux participants qu'il n'y a strictement rien de nouveau sous le soleil depuis 100, 200 ou 300 ans en matière de principes thérapeutiques. Alors, question, quel avantage sinon commercial ou en matière d'ego, quel avantage à habiller un vieux principe thérapeutique de nouveaux vêtements et de prétendre que le protocole enseigné est révolutionnaire. La plupart du temps, les élèves apprennent sans réflexion à répéter un enchaînement de mots, un enchaînement de gestes présentés comme indispensables pour que la méthode produise des résultats.
j'ai envie de dire que c'est carrément une injure qui est faite aux élèves. C'est une attitude qui perpétue le phénomène de la croyance au détriment des progrès vers la connaissance. Alors, c'est peut-être dur, mais j'ai envie de dire haro sur les noms de baptême, haro sur les protocoles et place à la recherche sur les principes thérapeutiques qui sont à l'œuvre dans une approche. Et là, quelle surprise! Parce que celui qui prend la peine de réaliser ce travail de désossage, de déshabillage, parvient à un résultat surprenant. Le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe des centaines de systèmes à vocation thérapeutique. Mais au bout du compte, il n'existe qu'une toute petite poignée de principes thérapeutiques qui expliquent l'efficacité de ces systèmes. Et la frontière entre les deux, eh bien, encore une fois, c'est toute la différence entre croyance et connaissance. Alors, oui, seule la recherche peut, à mon sens, conférer aux approches non conventionnelles bien plus qu'une simple crédibilité, une véritable reconnaissance quant à leur validité, un intérêt manifeste quant à leur inscription dans la palette des approches pouvant être raisonnablement proposées aux personnes en souffrance. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de juger ou d'étalonner ou de hiérarchiser. Si une thérapie fondée sur une croyance X permet à une personne d'aller mieux, voire de guérir, tant mieux. Mais que au moins le praticien soit au clair avec le mécanisme à l'œuvre dans la guérison et qu'on arrête d'enseigner que c'est tel principe non reconnu ou tel protocole aisément remplaçable par un autre qui en serait à l'origine. L'esprit critique, c'est indispensable à la santé mentale de l'individu et de toute civilisation. La frontière entre croyance et connaissance doit sans cesse être rappelée. Être dans la réalité, c'est arrêter de croire que telle approche thérapeutique pourrait soigner telle ou telle affection. On n'est pas dans le domaine de la pharmacologie où l'antibiotique X pourrait avoir une affinité particulière pour la gorge ou les sinus. On n'est pas du tout là. La thérapie ne soigne pas des phobies, des dépressions ou des maladies de peau. C'est la relation thérapeutique qui soigne des patients, des sujets uniques, tous différents et qui vont tous vivre une thérapie unique. Et j'irai encore plus loin, quitte à bousculer un peu plus. Ce n'est pas parce qu'un fait est observable qu'il peut être considéré comme réel, objectivé, expérimenté, étayé, reconnu. Ce n'est pas parce qu'une méthode fait l'objet d'un enseignement universitaire que cette méthode n'est pas fondée sur la croyance. Et ça n'est pas non plus parce qu'une approche thérapeutique bénéficie d'une très vaste littérature que les principes sur lesquels elle est fondée ont été mis en lumière. Alors, j'en suis, mais que les partisans, s'il y en a ici, de l'hypnose, de la méditation ou de la sophrologie ne se sentent pas pousser des ailes, ce n'est pas parce qu'une approche non conventionnelle arrive à pousser la porte de l'hôpital, c'est-à-dire le temple de la médecine conventionnelle, qu'elle acquiert aussitôt reconnaissance et devient, comme par magie, thérapie conventionnelle. Ça signifie simplement que certains décideurs, peut-être un peu plus ouverts que d'autres, pressentent les bienfaits supplémentaires ou complémentaires que cette approche pourrait apporter à certains patients. Ça signifie que la route n'est pas terminée pour ces approches, comme pour beaucoup d'autres. Il leur faut faire leurs preuves, et pas seulement quant aux bienfaits apportés aux patients. Bienfaits qui peuvent parfaitement relever du transfert, de la croyance, du placebo ou d'autres choses. Donc il faut à ces approches éclairer les principes qui sont à l'œuvre, sauf à ce que leurs promoteurs s'installent dans une satisfaction béate et s'imaginent être devenus les égaux de celles et ceux qui, hier encore, leur tenaient la porte fermée. Alors, je suis psychanalyste et pour terminer, j'ai envie de citer Freud qui disait « On commence par céder sur les mots et on finit par céder sur les choses ».
C'est cette idée qui m'a conduit à choisir le thème de mon intervention aujourd'hui. Ne pas céder sur les mots, jamais. Les peser, les éclairer, les débusquer, les vérifier, pour ne jamais avoir un jour à céder sur les choses. Et afin de bien souligner les dangers qu'il y a à faire partie des prophètes ou des prosélytes, afin d'affirmer la responsabilité de chacun de nous, que nous soyons chercheurs, thérapeutes ou formateurs, je laisserai le mot de la fin à Victor Hugo, qui, vous le savez, était très friand des phénomènes un peu bizarroïdes, et qui disait « Si la science ne veut pas de ces faits, l'ignorance les prendra ». Et l'on sait, hélas, où l'ignorance mène les hommes et les civilisations. Je vous remercie.